Bonjour à tous, nous sommes à Souston. Bienvenue à Causerie en aparté. Aujourd'hui, nous recevons Grégory Brett. Grégory Brett va se présenter, il va être interviewé par Béatrice. Son activité, le décodage biologique, la médecine chinoise et les stages de jeunes. Vous pouvez être reçu chez lui pour pouvoir exécuter ces stages. Il va se présenter avec Béatrice. À bientôt sur Causerie en aparté. Surtout, n'hésitez pas à partager nos vidéos. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Greg qui nous a emmenés et reçus dans cet endroit magnifique. Merci Greg et bonjour. Bonjour à tous. Donc cet endroit s'appelle La Pointe des Vergnes à Souston. C'est magnifique, exceptionnel. Donc Greg pratique différentes disciplines et on va découvrir ça tous ensemble. Alors j'ai le background d'avoir la chance quand même d'avoir fait médecine. J'ai fait mes études en Bretagne et suite à ces études, n'ayant pas étanché ma soif de compréhension des choses, je suis allé fouiller du côté de la médecine chinoise parce que j'ai été soigné par un vieux médecin chinois quand j'étais en Afrique qui m'a guéri de mon asthme. Enfin en tout cas je lui attribue cela, de m'avoir guéri de mon asthme. Et à la fin de ma médecine, j'avais soif d'autres connaissances, donc j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de médecine chinoise qui exerçait à Lorient. Oui. Donc quand on va à Lorient, on n'a pas besoin d'aller en Orient. C'est le yin dans le yang et le yang dans le yin. Je suis allé faire ma formation qu'on appelle la MTC, hein, notamment sur les 5 éléments de la médecine chinoise. Et là, ça a été une révélation quand même. Ça a été une révélation. Et ensuite, je suis revenu ici, je me suis installé directement en tant que médecin généraliste, mais déconventionné, et j'ai pratiqué que la médecine chinoise, essentiellement, et de la micronutrition. Et puis au bout d'un moment, un ami m'a passé des cassettes audio d'une nouvelle médecine qui était en train d'émerger et qui s'appelait le décodage biologique des maladies. Et là, ça a été une nouvelle claque dans ma vie, une nouvelle soif de connaissances, et c'était une évidence que je devais aller me former dans cette discipline. Et là, j'ai rencontré le maître de la discipline, qui était Claude Sabat. Et là, ça a été un passage obligé d'une richesse extraordinaire, qui était la pratique de la grande guérison par le verbe, et vraiment une compréhension fine de ce qu'était la maladie, de comment elle s'organisait et de comment le cerveau organise la maladie, pourquoi il crée la maladie. Et quand on retrouve le pourquoi du comment dans chaque individu, là je suis obligé de reconnaître que j'ai vu des guérisons incroyables. Ça consiste en quoi exactement ? Tu peux aller un petit peu plus loin ? Le décodage biologique des maladies consiste à retrouver les conflits psychologiques vécus par l'individu. Alors il y a des conflits qui programment la maladie, et en général il y a un conflit, toujours sur la même thématique. Quand c'est un côlon, il y a une thématique par rapport au côlon. Quand c'est de l'intestin grêle, il y a une thématique par rapport à l'intestin grêle. Quand c'est l'estomac, il y a une thématique par rapport à l'estomac. Quand c'est des dents, il y a une thématique par rapport aux dents. Si c'est de l'œil, de la rétine, du cuir chevelu, de la peau, du derme, de l'hypoderme, de l'épiderme, quand c'est du poumon, chaque cellule, chaque tissu a sa problématique conflictuelle. Et quand on retrouve l'histoire de la programmation de la maladie dans l'individu, et des fois transgénérationnelle, c'est-à-dire quand on arrive à redonner l'information à la personne, après avoir mené l'enquête, il y a des guérisons qui sont tout bonnement incroyables. Ce qui m'a fait comprendre, le décodage, plus que toute autre discipline, m'a fait comprendre que tout guérit, tout le monde ne guérit pas. Oui. Voilà. Et quand tu dis que ça vient chercher des blocages émotionnels ou des chocs émotionnels, des chocs vécus, oui, et enfouis. C'est ça, occultés. Occultés volontairement par le cerveau. D'accord. Parce que le cerveau, dans sa logique de survie, ne veut pas repasser en surstress, oui, par rapport à un événement vécu dans le stress. Donc ce que le cerveau a enregistré comme étant le stress initial trop intense
au niveau du cerveau. Le cerveau, il faut bien comprendre que le 21e siècle, c'est la dernière minute pour l'humain sur une journée de 24 heures. Oui. Et les 3/4 ou 99% de la journée, c'est de la grotte et de la préhistoire. Et pendant cette période-là, l'individu est en survie en permanence. Et pour survivre, il faut que le cerveau soit vigilant à tout ce qui se passe. D'où l'état de stress. D'où l'état de stress mortel si le cerveau est obnubilé et plongé dedans, parce que l'individu souffre trop par rapport à une situation qui le met en stress. Et à partir de ce moment-là, il ne voit plus les dangers, il est plus vigilant, et la mort arrive. Et l'équivalent moderne de ça, qui est pris en exemple, ce sont les accidents au bord de l'autoroute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en panne au bord d'autoroute, le taux de survie est de 12 minutes. Oui. C'est-à-dire soit vous provoquez un accident, soit c'est vous qui êtes mortellement fauché, mais c'est 12 minutes. Et pour l'homme, c'est la même chose. Or, l'individu, l'être humain, a survécu grâce au groupe. Notre force à nous, c'est de nous allier. L'instinct grégaire. C'est l'instinct grégaire, c'est le groupe, et c'est l'intelligence. Or, la survie, elle est très importante pour l'individu, mais finalement, en fait, ce qui est subtil, c'est qu'elle est encore plus importante pour le groupe. Oui. Donc le groupe a besoin de chaque individu. Et les gens qui vont être en surstress et qui vont mourir de leur surstress parce qu'ils seront tués par inadvertance, les cerveaux vont le comprendre et les cerveaux vont devoir trouver une solution pour lutter contre cette mortalité-là, qui est probablement la mortalité la plus importante. D'accord. Et la solution, c'est de transférer ce surstress sur le corps. En transférant ce surstress sur le corps, on crée la maladie. En créant la maladie, l'individu va aller se réfugier dans la grotte ou va se protéger ou va s'isoler parce qu'il ne pourra pas faire ce qu'il a à faire comme d'habitude, mais il ne sera pas en danger, oui. Il ne se mettra plus en danger et donc en fait ça va être un gain de temps de survie. C'est une forme d'évitement ? C'est une forme d'évitement. D'une mort certaine. D'accord. Alors après, ce qui est plus complexe dans le décodage, c'est que selon le tissu embryologique qui est touché, selon le type de tissu, il y a des tissus qui sont des phases de guérison et des tissus qui sont en phase de maladie. C'est-à-dire que le symptôme s'exprime en phase de maladie et tu as des symptômes qui s'expriment en phase de guérison. D'accord. Et donc quand tu as des symptômes en phase de guérison, il ne faut pas les prendre pour une maladie. C'est ça, c'est toute la subtilité, de l'exercice. Voilà. Ouais. D'accord. Très bien. Alors après, le cerveau, une fois qu'il a enregistré le stress initial, une fois qu'il a dit ça, je ne peux pas gérer, le cerveau, il a une capacité d'absorption du stress qui est propre à chaque individu. Il y a des gens qui sont capables d'absorber des grands stress, d'autres des plus petits stress. Mais une fois que ce stress est dépassé, en fonction de la thématique et du ressenti de la personne, c'est basculé sur le corps. D'accord. Et c'est basculé sur l'organe qui est en résonance avec la façon dont la personne vit son stress. Par exemple, j'ai mal au foie. Je viens te voir parce que j'ai mal au foie. Prenons un exemple concret. Comment tu procèdes à ce moment-là ? Il y a un questionnaire Oui. Après, on a tout un questionnaire de l'individu. On a ce qu'on appelle les cycles cellulaires mémorisés. Ça, c'est le travail de Fréchet, qui est remarquable, où il y a des cycles mathématiques très précis. On reprend la date à laquelle est arrivé l'accident et on remonte dans le temps. On sait qu'à tel âge, il s'est forcément passé quelque chose. Mais on sait aussi par la symbolique du foie que le foie va forcément vibrer à un manque. D'accord. Il faut retrouver quel est le stress vécu en lien avec ce manque. Ouais. D'accord. Et une fois que tu l'as retrouvé et que tu l'expliques au cerveau de l'individu, et il faut prendre des fois répéter et répéter jusqu'à ce que la phrase de guérison rentre en résonance avec le cerveau, et là le cerveau lâche et il y a des guérisons qui sont juste inimaginables. Alors quand tu dis la phrase de guérison, c'est comme un mantra ? C'est un mantra qui a du sens, et qui a du sens, c'est un mantra individualisé. Oui. C'est sur pas mesure. Oui. Je comprends. Oui. Un mantra sur mesure pour la personne. Oui. Par rapport à sa pathologie, son choc émotionnel et autres. Et son histoire. Cerveau ne guérit que dans la réelle réalité. Oui. Si tu lui racontes des bobards, il ne guérira pas. Oui, parce que lui il sait. En plus. Lui il sait. Toi tu sais pas, mais lui il sait. Et en fait, c'est ce qu'on appelle en décodage la mini-maxi-schizophrénie. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le cerveau a basculé sur le corps, lui, son but, le plus important, c'est de ne pas rebasculer en surstress.
Or, ce qui a mis la personne en surstress la première fois, c'est comme de l'huile sur le feu. Oui. C'est-à-dire que si cet événement se représente, la personne y est tellement sensible qu'elle va rebasculer en surstress encore plus facilement. Elle explose en plein vol. Et donc elle sera mise en danger par cette vieille mémoire archaïque de ce surstress qui ne permet plus d'être vigilant et qui fait que tu es en danger de mort. D'accord. Et il faut bien comprendre le cerveau. C'est pas parce qu'on est dans des grandes villes en voiture avec de la Wi-Fi, de la musique classique. On sait très bien, et la biologie le sait encore plus archaïquement au fond de nous, il y a des météorites qui peuvent nous réduire à néant, il y a des volcans qui peuvent nous réduire à néant, il y a des épidémies qui peuvent nous réduire à néant. Il y a une foultitude de choses, des tremblements de terre, qui peuvent nous ramener à l'âge de pierre très vite. Donc le cerveau, lui, et la biologie le sait très bien, ce qui a permis de survivre doit être gardé tel quel. Donc le cerveau, Une espèce de graal sacré à protéger. Oui. On n'a pas, si encore on quitte la planète Terre, qu'on va sur un autre système, on n'y est pas. Oui. Donc pour l'instant, ce que la biologie a acquis et a compris, elle ne va pas le lâcher, et qui est propre à tous les mammifères. Hein. Donc en fait, le cerveau, une fois qu'il a enregistré le surstress, on va prendre l'exemple du foie, il y a un manque qui est trop intense, qui obnubile la personne et qui le met en danger. Le surstress va faire que le cerveau va basculer ce surstress sur le foie et va amener le foie à devenir symptomatique. À partir de ce moment-là, la personne va basculer en MMS, en mini-maxi schizophrénie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau va rendre la personne aveugle à son problème. C'est-à-dire que les mêmes événements qui vont se répéter autour de la même thématique vont être directement absorbés par le cerveau et basculer sur le foie en tant que symptôme. Oui, donc ça signifie que les symptômes peuvent apparaître à certains moments, voilà. pas à d'autres. Mais la personne n'en aura pas conscience. La personne n'enregistre pas ces non, moments-là. Elle n'aura pas conscience. Oui. Mais c'est de la survie, c'est un gain de survie. Oui. Et pour guérir la personne, il faut casser cette MMS. Je comprends. Et tu parlais tout à l'heure de mémoire transgénérationnelle. Tu peux nous en dire plus par rapport à ça, sur les effets justement de ces mémoires qui se transmettent et alors, nous embêter? Nous sommes une chaîne humaine et ce que la psychogénéalogie a montré, c'est que nous sommes reliés de manière très précise à certains ancêtres. Dans le numéro de fratrie déjà, l'aîné est lié à tous les aînés, le 2 est lié à tous les 2, le 3 est lié à tous les 3, le 4 à tous les 4. Si jamais vous avez un grand-père, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père qui a le même prénom que vous êtes sa cible préférentielle. Si en plus vous avez le même prénom, vous êtes sa cible encore plus préférentielle. Après, il y a des choses qui s'accumulent à tel point que vous pouvez être un copier-coller d'un individu. Ça marche aussi pour deuxième et troisième prénom? Oui. À partir du moment où vous avez des prénoms, si ces prénoms-là sont reliés à des ancêtres, vous êtes liés. Et après, il faut fouiller chez ces gens-là quels sont les vécus ressentis qui pourraient être problématiques chez vous. Et vous ne pouvez pas, c'est une enquête qui est impossible, mais c'est une enquête qui vaut le coup d'être menée à partir du moment où vous êtes malade. Oui. Parce que là, il faut aller chercher la réponse. Si vous la trouvez ou s'il y en a une. Oui, possible. Alors attention, comme je le disais, tout guérit, tout le monde ne guérit pas. Mais par contre, quand on arrive à retrouver le pourquoi du comment, il y a des guérisons incroyables. Et immédiate, oui. rapide, c'est quasi immédiat, c'est aussi vite que ça s'est déclenché. Comme on dit toujours, on tombe malade en un instant, on guérit en un instant. Moi, j'ai vu des choses qui je pense que un bon inquisiteur au Moyen-Âge, il voit ça, il t'amène en procès en sorcellerie. Et pourtant, c'est de la logique pure, c'est de la connaissance, et c'est un vrai savoir, et c'est de la médecine, mais c'est de la médecine littéraire, c'est pas de la médecine scientifique. Même si ça s'appuie, même si on se base sur la science pour certaines choses, ça reste du vécu ressenti, donc ça reste du guérison par le verbe, par les mots, MOTS et MAUX. Et du coup, ton cursus médical, en faculté de médecine et ensuite en médecine chinoise, à quel niveau ça t'accompagne sur cet exercice-là? Est-ce que ça c'est te plus sert? une grille de lecture multiple. Oui, ça me sert parce qu'en décodage biologique, tu ne peux guérir qu'à partir du moment où tu as une maladie. Le décodage biologique, ça a été fait par des médecins et c'est vraiment une médecine de médecins. Oui. Ouais. C'est-à-dire, on va soigner un cancer du testicule, on va soigner
une angine blanche, on va soigner une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il faut une pathologie. S'il n'y a pas de pathologie, le décodage il est moins. Donc si je viens te voir, je te dis oh là en ce moment je me sens pas très très bien. On va parler, on peut toujours parler et mettre des mots MOTS ou MAUX sur les voilà, mais tu n'as pas le scanner précis de ce qu'apporte la maladie une fois que le diagnostic est posé et qui te permet de savoir quel tissu cellulaire est touché, quel type de cellule, et à partir de ce moment-là, à quoi sert ce tissu, quelle est sa reliance conflictuelle, et à partir de là, tu as une grille de lecture qui est très précise. C'est de la microchirurgie psychiatrique en fait. D'accord. C'est très intéressant. C'est relier la cellule et l'esprit, puisque de toute façon, chaque tissu est représenté dans le cerveau, qu'à partir du moment où le corps est malade quelque part, la zone du cerveau qui contrôle cette partie du corps est aussi atteinte. Et c'est même elle qui donne l'ordre, de toute façon, puisque c'est le cerveau qui contrôle tout. C'est la base. Voilà. D'accord. Alors pour aller mieux, tu as cette discipline. Tu pratiques d'autres disciplines, comme le jeûne? Oui, alors je pratique énormément le jeûne. Le jeûne est arrivé dans une deuxième partie de vie. Il est arrivé comment d'ailleurs? Il est arrivé par le fait que je jeûnais déjà moi-même, par le fait que mais je faisais des jeûnes pas très longs, mais je faisais des 3 jours, 4 jours, et puis je voyais bien que ça me faisait du bien. Je faisais des cures de raisin, les monodiètes de raisin, et puis même étudiant, j'ai eu des phases de vie où j'étais capable de plus manger, ou très très peu, pendant longtemps. Tu étais à l'écoute de ton corps? Oui, c'était mon corps qui m'imposait en fait, c'est même pas moi qui étais à l'écoute, c'était pas intellectualisé, c'était plus animal. Et puis en 2014, j'ai vu ce film sur Arte, et là ça a été la révélation, le jeûne, une nouvelle thérapie, et surtout quand j'ai vu ce que les Russes étaient capables de faire. Et là, j'étais à une phase de vie où j'étais en cabinet, je soignais les gens, je gardais les gens 1 heure, j'ai fait ça pendant 15 ans, et j'étais dans une phase de vie où j'ai envie que mon bureau ce soit ça. T'as un beau bureau, hein. Ouais, moi j'aime beaucoup. Un beau bureau, je voulais que ce soit ça, je voulais être avec des groupes, et puis je voulais surtout trouver, parce que dans mon cursus médical, moi j'ai un père qui a été gynéco, qui était professeur de médecine, qui a été chef de service toute sa vie, qui était un grand patron, et que j'ai vu dans le stress toute une vie. Sur les responsabilités, sur tout ça. Stress chirurgical, stress beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais un stress énorme, les gardes de nuit. Oui. Et puis moi j'ai pas cette énergie-là. Et moi mon cheval de bataille c'est plus la médecine préventive. Oui. On a une médecine en Europe, on a quand même une excellente médecine curative. On a une beaucoup moins bonne médecine préventive. Et moi je suis dans ma quête de sens beaucoup plus en recherche de la médecine préventive. Et donc j'étais en recherche dans tout ce que j'avais étudié, la médecine traditionnelle chinoise, la réflexologie faciale vietnamienne, la micronutrition, le décodage biologique des maladies, j'ai fait de l'hypnose, je touchais à pas mal de choses, le MDR et compagnie. J'étais en quête du plus petit dénominateur commun, ou du plus petit système efficace. Quelle est la discipline la plus efficace avec le moins d'énergie à mettre en œuvre? Et je crois que j'ai trouvé la réponse dans le jeûne. Pour toi et pour le patient? Ah oui. D'accord. Donc c'est quoi ta vision du jeûne d'ailleurs? Parce qu'avant d'arriver au jeûne, on arrive à la vision chinoise qui dit ce n'est pas le dernier repas qui te tue, ce sont les 10 000 derniers. Oui, c'est ça. Et quand tu sais aujourd'hui ce qu'on mange, et ce qu'on nous met dans l'assiette, et comment la nature est polluée, détruite et empoisonnée, on va pas aller plus loin d'ailleurs parce que ça nous amènerait loin, à savoir si c'est juste de la bêtise humaine inconsciente ou si c'est volontaire. Ça c'est un autre discours, on pourra refaire des vidéos là-dessus. Ouais, c'est un autre débat, mais je serais... Et c'est un sacré débat, oui. Un sacré débat. C'est comme nous faire croire que c'est les frelons asiatiques qui détruisent les abeilles. Oui. En asiatique, il fait des dégâts, ouais, mais comparé aux produits phytosanitaires, il a bon dos. C'est toujours pratique de trouver des boucs émissaires qui ne sont pas les vrais responsables. Ouais. Donc pour en revenir à la question que j'ai zappée,
Qu'est-ce que ça représente pour toi le jeûne? C'est quoi exactement pour toi le jeûne? C'est toute la mécanique du jeûne et tout ce qui entoure le jeûne. Oui, donc j'en arrivais au fait qu'on s'empoisonne. Oui. On s'empoisonne. Or, nos ancêtres, qui s'empoisonnaient déjà moins que nous, sauf par des méthodes de conservation qui n'étaient pas terribles, ou par l'hygiène des mains ou compagnie, mais effectivement, dans les greniers, si le blé était mal, qu'il était humide, qu'il y avait des moisissures qui se développaient, bon, ça peut avoir des conséquences plus ou moins importantes. Mais nous, on a vraiment des problèmes de chimie autrement plus graves. Et le jeûne et eux pratiquaient déjà beaucoup le jeûne. C'est-à-dire que le jeûne, tu retrouves dans la Bible en long, en large et en travers. De toutes les religions, le jeûne est là depuis longtemps, depuis des milliers d'années. Eux le pratiquaient. C'est encore plus urgent pour nous aujourd'hui. Et on nous raconte des histoires sans arrêt. On nous fait croire qu'il faut manger pour survivre, qu'il faut boire pour survivre. Alors c'est vrai, mais c'est pas que. Mais c'est surtout que c'est pas les bons repères. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que si vous mangez pas pendant une semaine, vous êtes mort. Oui, c'est juste. Moi, et si vous buvez pas, c'est encore plus rapide. Et non mais vraiment, moi j'ai vu des gens encore qui sont sûrs qu'au bout de 3, 4, 5 jours, t'es mort si tu manges pas. Moi j'ai fait 2 jeûnes. Le dernier, je l'ai fini la semaine dernière. Et effectivement, j'ai été surprise de la réaction de certaines personnes avec lesquelles j'ai échangé à ce sujet, qui disent oh là là, mais c'est extraordinaire, moi je ne serais pas capable. Enfin, il y a cette croyance, je suis surprise vraiment de cette croyance générale en fait, humaine, de la possibilité de jeûner ou du fait que ce soit un exploit ou autre. Alors effectivement, ça demande de l'investissement, c'est une démarche personnelle, etc. Mais tout le monde, moi j'ai envie de passer le message avec toi là, que tout le monde est capable de le faire et que. Mais on ne sait même pas qu'on n'est pas capable, mais on est fait pour ça. Oui, on est fait pour ça. Ce sont des mémoires cellulaires acquises génétiquement qui sont inscrites dans notre ADN. Nous sommes des voitures hybrides. On est capable de passer de l'essence à l'électricité. C'est en nous. Il suffit juste de le remettre en route. C'est tout. Et c'est propre à tous les mammifères. C'est comme ça qu'on a survécu pendant des milliers d'années. Oui, c'est vrai. Alors quand on parle du jeûne, il y a le jeûne, on parle aussi de monodiète, etc. Toi, tu considères qu'une monodiète, c'est un jeûne ou pour toi, c'est différent? Non, toi, le jeûne, c'est on mange rien. Jeûne hydrique, il y a certains qui font du jeûne sec, il y a certains qui poussent des limites qui sont assez intéressantes aussi. Quand on parle du jeûne sec, alors déjà le jeûne ça choque tout le monde, le jeûne sec j'en parle même pas. Enfin bon, il faut que les gens ils passent leur temps, beaucoup de gens passent leur temps collés à la télé, et ils ont pourtant tous entendu. On a la chance, on a quand même des caméras qui sont partout en permanence. On a quand même vu depuis les années 90 un nombre incalculable de tremblements de terre. Oui. Et on a tous vu des gens qui ont été récupérés 10, 11e jour sous les décombres, sans flotte, sans rien. Et t'es pas dans ton salon en train de te taper du Netflix. En plus, oui. T'es écrasé entre deux dalles, avec des répliques en permanence, et t'espères, ou peut-être même que t'espères plus qu'on te retrouve. Et ces gens-là, ils sont vivants, ils n'ont pas bu une goutte d'eau, ils n'ont rien mangé. Ça se passe là? Ça se passe en tout cas déjà dans les cellules. Oui. Par contre, c'est sûr que ce qui se passe là, c'est que la plupart des gens, demain, si pour des événements X ou Y, il n'y a plus à manger, ils seront tués pour une boîte de conserve. Ce qui est débile. En soi, oui. Ce qui est débile. Parce que on a tous des réserves pour tenir plusieurs jours au pluriel avec un gros S. Quelle est la durée la plus longue que tu aies pu faire Moi j'ai fait les 14 jours, mais je suis pas un extrémiste du jeûne, mais je connais plein de gens qui ont fait des 3 semaines, je connais plein de gens qui ont fait des 1 mois. D'ailleurs dans le jeûne, une nouvelle thérapie, les Russes, toutes les guérisons qu'ils ont ce qui est très intéressant, moi c'est ce qui manquait, c'était ma pierre qui manquait à mon édifice, c'était la psychiatrie, et dans le jeûne une nouvelle thérapie, il y a des guérisons sur les schizophrénies, sur des maladies psychiatriques lourdes, sur des dépressions graves, systématiquement au bout de 3-4 semaines de jeûne. Ouais. Il faut un certain temps, 3-4 semaines. Oui, il faut que le corps se remette en route différemment. Il faut croire qu'il élimine des mémoires, qu'il y a des choses qui se passent qui pour l'instant ne sont pas explicables par la science. Un jour la science arrivera certainement à l'expliquer.
on ne va pas attendre qu'elle explique, ça marche très bien, donc... Ouais, c'est juste. Donc tu fais partager tes connaissances jeunes et ton expérience. Oui. Tu veux bien m'en parler? J'exerce en tant qu'organisateur de stages de jeûne. Donc je fais venir des gens qui ont envie de jeûner. Et puis on est dans du jeûne de type Buchinger, hein, c'est-à-dire que on fait 3-4 heures de rando par jour. Et puis pour ceux qui veulent, c'est pas une obligation. Et puis on fait quand même un bouillon de légumes le soir où on fait un tout petit peu de jus frais à l'extracteur. Histoire de boire et d'apporter du plaisir encore au palais. Les Russes, eux, c'est à l'eau, hein, il faut même pas en parler de quoi que ce soit d'autre. Nous, on est plus tranquille, on le fait plus à la mode de ce médecin allemand, hein, donc le docteur Buchinger, qui était ce médecin qui a guéri sa polyarthrite rhumatoïde en jeûnant la première fois 18 jours. Il a fait plusieurs jeûnes longs, mais il a guéri sa polyarthrite au début du XXe siècle. Et c'est lui ensuite qui, grâce à ça, va monter les cliniques Buchinger qui sont mondialement connues. Hein. Oui. Donc ce sont des stages d'une semaine? C'est des stages d'une semaine. Sur 7 jours? Ouais. Et tu reçois combien de personnes par stage? C'est variable? Ça peut être individualisé, comme ça peut aller à 10, 11, 12, 13, 14, 15 personnes. Ça dépend de la demande et de... J'ai plaisir à recevoir une personne, 2 personnes, 3 personnes, 5, 10, 15, voilà, ça dépend. L'énergie d'un groupe n'est pas la même. Il y a des gens qui ont besoin d'être en groupe, ils ont des vies assez solitaires. Et pour eux, il n'est pas question d'aller jeûner seul. Et puis il y a des gens, c'est l'inverse, ils ont besoin de cette intimité. Et chacun trouve son bonheur en fonction de ce qu'il a envie de vivre. Et puis pendant ces semaines-là, on aborde, s'il y a des maladies, on parle de décodage, on apporte des questions, la micronutrition, le MDR, l'hypnose, il y a des gens qui viennent masser, il y a des thématiques avec les naturopathes qui viennent parler de l'alimentation sous un autre angle. Oui, donc il y a tout un accompagnement aussi. Possible. Ouais. En groupe, c'est systématique. Oui. En individuel, c'est à la carte, c'est au cas par cas, c'est en fonction de ce que les gens veulent, demandent. Et toi, tu préconises, du coup, tu conseilles? Est-ce que je pense par exemple à quelqu'un qui vient faire un jeûne, par exemple qui peut venir faire son premier jeûne, qui a une problématique dont il n'a pas conscience, et il sait qu'il y a quelque chose qui l'embête, mais c'est pas clair, c'est pas exprimé, et il y a des choses qui peuvent ressortir pendant le jeûne. Tu vois, c'est à ça que je pense. Toi, tu as tous ces outils, et c'est là que tu amènes tous ces outils. Oui, j'ai des outils. Après, il y a toujours des gens qui peuvent échapper au radar, hein, ou qui sont incapables de mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX, qui comprendront plus tard ou qui comprendront pas. Mais oui, pour ceux qui arrivent à comprendre, il y a des mémoires qui s'évacuent. Parce qu'il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Moi, j'ai vu des gens qui ont guéri de douleurs, des gens qui ont eu des accidents de voiture jeunes, qui ont été opérés 40 fois d'une jambe, et leur douleur qui a toujours été là, elle a disparu pendant un jeûne. Pourquoi, comment, c'est inexplicable. Mais en tout cas, ça se constate. Oui, c'est la magie du jeûne. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit un jeûne, selon toi? Quels sont les ingrédients? Les ingrédients pour bien faire un jeûne, c'est l'envie de le faire. C'est de basculer dans sa tête. Voilà, j'ai envie de faire cette expérience, j'ai envie de bien la faire. Alors après, il y a une grosse différence quand même entre le gros, pléthorique, bon vivant, jouisseur, un peu physique, c'est-à-dire qui est capable. Celui-là en général, c'est une révélation. Oui. Et puis, comme on dit, le rétracté, l'angoissé, maigre, qui fait un jeûne, cela des fois c'est avec toujours une angoisse de perte de poids, ou quand ils étaient petits, ils étaient trop maigres, on les a, c'est une problématique du poids à l'envers. Cela, le jeûne peut être une angoisse pendant le jeûne, peur de perdre trop de poids, peur de... Mais bon, à partir du moment où on a des peurs... Oui. L'idée, c'est d'éviter de les emmener. L'idée, c'est de glisser avec délice dans ce qu'on fait, c'est de faire bien ce qu'on fait, c'est de le faire dans la joie, quoi. C'est de... La joie, c'est le secret, hein, de la réussite du jeûne aussi. Ah oui. Même si par moment, pour certains, il faut évacuer des tristesses ou des colères ou des... Mais oui, la joie de faire bien ce qu'on fait. Il y a des gens qui viennent en jeûne et dont l'esprit va être
focaliser sur le moindre truc qui va pas. Oui. Grave erreur. Comment tu les aides justement ceux-là? Enfin, quel est ton rôle? Est-ce que tu joues un rôle ou est-ce que tu restes en retrait justement? Il y a des gens qui sont sous-marins et qui... Après, il y a le groupe aussi qui peut réguler ce genre de Oui, situation. quand ils sont en groupe, oui, le groupe peut réguler. Il y a des groupes il y a des groupes alchimiques et puis il y a des groupes comme deux aimants qui se... Là, on rentre dans l'humain, ça devient complexe là de gérer tout le monde. Il y a forcément, et puis on dit souvent que jamais deux jeunes ne se ressemblent, ce qui peut être vrai aussi, mais c'est vrai qu'on vit différentes choses entre deux jeunes. Généralement, les gens jeûnent au maximum une fois par an, c'est la grosse moyenne. Toi, tu le fais combien de temps? Combien de fois par an, pardon? 3. 3? J'en fais Sur 3 quelle par an. saison? J'en fais systématiquement un en janvier. En général, j'en fais un fin de printemps, un à l'automne. Et de toute façon, la mémoire archaïque du jeûne, elle vient de l'hiver. Hein. On stockait comme les ours, sauf que nous on dormait pas, on peut pas dormir, mais Oui, sur l'hibernation. nous on n'hiberne pas, mais on stocke pour l'hiver. Oui. S'il y a bien une période où tu vas rencontrer un manque probable, c'est l'hiver. C'est cette fameuse journée de 24 heures où le 21e siècle, c'est la dernière minute de cette journée-là. Oui. Les 23 heures et quelques, c'est de la grotte, c'est de la survie, c'est... L'hiver, il n'y a rien. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans toutes ces pratiques, dans toutes ces expériences? En tant que thérapeute, c'est de le faire avec le cœur, et en tant qu'expérimentateur, c'est de le faire aussi avec essayer de le faire avec les yeux de l'émerveillement, essayer de le faire avec essayer de bien le faire. Pas d'aller chercher de voir ce qui va pas, mais plutôt d'aller voir qu'est-ce que ça m'apporte, quelle amélioration j'en ai obtenue, quelle nouvelle découverte j'ai faite, en quoi j'ai amélioré ma condition, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien dans ce que j'ai fait et vécu. D'accord. Est-ce qu'il y a un événement particulier, une anecdote ou quelque chose que tu aurais envie de nous partager là, à ce moment précis, par rapport à notre échange? J'en aurais énormément, que ce soit le décodage, que ce soit le jeûne. Mais une anecdote particulière, ce serait difficile d'en prendre une en particulier. C'est tout juste. Est riche, hein? tout est riche, tout est différent. Oui, il faut chercher à améliorer sa condition et ces pratiques qui sont des pratiques préventives et qui peuvent être curatives. Elles sont même très puissamment curatives dans certains cas. Diabète de type 2, hypertension essentielle. Hein. L'hypertension est essentielle, mais qui représente quand même 90% des hypertensions, tous les troubles métaboliques, beaucoup de troubles psychologiques, voire psychiatriques, hein, ça on le voit bien dans le jeûne long. Ce sont des disciplines qui apportent un mieux-être à l'humanité et qui méritent vraiment d'être mises en avant. Curatif, mais surtout préventif. Oui. Et il serait temps d'apprendre à... En Inde, il y a des tribus bien connues, hein, notamment les jaïnistes, même les gamins de 5 ans, 6 ans, 7 ans sont capables de jeûner plusieurs semaines. Mais c'est inscrit dans leur culture. Et dans leur gène. Et dans leur gène. Et ça, les gènes, on les a aussi. Oui. Faut aller les réveiller. Sauf que nous, c'est vécu dans le stress. Et là, il serait temps d'amener les gens à grandir dans le plaisir. Dans le fait d'accomplir un achèvement spirituel et psychologique et émotionnel et pas de vivre ça comme une privation et une angoisse de mort, ce qui est l'erreur fondamentale. Tu accompagnes sur la dimension spirituelle pendant les... J'accompagne si on me le demande. Oui, d'accord. C'est une possibilité. Oui, bien sûr. Pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui... mais ça sert à rien de chercher à amener les gens dans la spiritualité. Il faut que ce soit les gens qui soient demandeurs. C'est une démarche personnelle. Voilà. Aussi, oui. Si les gens, au cours de l'échange, commencent à parler, s'intéressent à des choses. On passe des films intéressants pendant le séjour de jeûne. Oui, c'est tout un accompagnement complet. Oui, d'accord. tout un accompagnement. Merci Greg. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu tous les deux. Tu es le bienvenu dans Causerie en aparté.
On reviendra peut-être te voir pour avoir des petites vidéos complémentaires avec des astuces, des choses comme ça pour aider chacun au quotidien de façon plus précise. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt avec un nouvel invité. Très bonne journée à tous. À bientôt.